Bonjour tout le monde, nous allons voir ensemble le cours d'aujourd'hui qui, dans l'intitulé, est la diverticulose colique. Nous allons voir le plan du cours. Donc nous allons d'abord voir une petite introduction, des définitions, un mot sur l'épidémiologie, l'anatomopathologie de cette affection, la physiopathologie, la clinique, les différentes formes cliniques et enfin les différentes modalités thérapeutiques de cette dernière. La diverticulose colique se définit par la présence d'une hernie de la muqueuse colique à travers la musculeuse, et cela en repoussant la séreuse. Elle communique avec la lumière digestive. Elle est due à une hyperpression intraluminale favorisée par le faible volume du contenu colique. Cette diverticulose colique est de siège sigmoïdien dans la plupart des cas. Dans un moindre pourcentage, elle peut siéger dans le côlon gauche, et enfin, que dans 4% des cas, elle siégera au niveau du côlon droit. C'est une anomalie anatomique totalement bénigne, mais qui peut se compliquer d'infection, de fistule ou d'hémorragie ou encore de sténose. Petite autre définition à connaître, on appelle diverticulose tout état asymptomatique caractérisé par la présence de diverticules du côlon. On appelle diverticulite toute inflammation et ou infection d'un diverticule. Et la maladie diverticulaire, elle va associer une diverticulite avec ses complications. Cette affection est totalement rare avant l'âge de 40 ans. Elle se voit dans 30% des cas après l'âge de 60 ans et dans plus de la moitié des cas au-delà de 80 ans. Elle est de sexe ratio est égal à 1. Elle est plus fréquente en Occident et cela est favorisé par un régime pauvre en fibres, riche en aliments carnés et hydrocarbonés. Le même risque a été remarqué pour la population migrante. Voilà un petit schéma d'anatomie. Vous voyez bien sûr là en un la musculeuse, ensuite les diverticules, le point de pénétration des vaisseaux, la sous-muqueuse et la muqueuse. Il faudrait savoir qu'un régime pauvre en fibres alimentaires va donner une augmentation des contractions coliques et donc une modification du collagène, une anomalie motrice et une hyperpression colique. Certains facteurs vont favoriser l'apparition de ces diverticules, à savoir l'âge élevé. Donc plus on avance dans l'âge, plus on risque d'avoir de la diverticulose. Et cette fréquence va augmenter avec le mode de vie occidental et la prise d'AINS. Il y a certains facteurs protecteurs qui sont l'activité physique et bien sûr un régime riche en fibres. Pour ce qui est de l'histoire naturelle de la diverticulose colique, il faudrait savoir que dans plus de 60% des cas, c'est une affection qui reste totalement asymptomatique, qu'elle peut se compliquer en mode aigu et réalisant la sigmoïdite aiguë unique dans 25% des cas, et les complications chirurgicales se voient dans 15% des cas. Il est à noter qu'après une deuxième poussée, le risque de complications est très important, il est aux alentours de 60% des cas, ce que justifierait un traitement chirurgical. On va entamer le volet clinique maintenant. On va voir tout d'abord les formes non compliquées. Ce sont les formes le plus souvent asymptomatiques. Rarement, on aura des douleurs abdominales, un trouble du transit à type de constipation principalement. La découverte est souvent fortuite lors d'un examen, lavement barité, à type de coloscopie ou encore de TDN, qui sont souvent motivés par une autre symptomatologie et une autre cause. Le plus souvent, cette forme-là nécessite une surveillance avec un régime riche en fibres, plus ou moins un traitement symptomatique si des douleurs abdominales ou un trouble de transit se sont vus chez ce patient. L'appendicite à gauche, ce qu'on appelle la sigmoïdite aiguë, c'est le tableau le plus fréquent qui est le plus patent, avec des signes fonctionnels, à savoir une symptomatologie douloureuse au niveau de la fosse iliaque gauche, plus ou moins au niveau de l'hypogastre. Le début est souvent brutal, avec un trouble transit marqué et une fièvre qui est alentour des 38 à 38,5 degrés. L'examen clinique chez les patients peut être normal ou encore on peut retrouver un météorisme abdominal qui est dû à un ileus paralytique, une défense de la fosse iliaque gauche. Une masse peut être palpée si le sigmoïde est épici et est inflammé. Le toucher rectal est souvent normal. On doit rechercher une masse douloureuse dans le cul-de-sac de Douglas qui correspondrait à l'abcès. Les examens complémentaires et réalisés chez ce type de patient sont biologiques
avec une NFS qui retrouvera une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, un syndrome inflammatoire marqué avec une CRP qui sera positive et une VS élevée. Pour ce qui est des examens morphologiques, l'ASP peut être normale. L'opacification aux hydrosolubles va mettre en évidence ces diverticules avec un aspect irrégulier de la muqueuse en accordéon ou ce qu'on appelle l'aspect de pile en pile d'assiette. L'échographie abdominale est opérateur dépendant. Elle est intéressante si l'échographiste est entraîné, qui va mettre en évidence donc cet épaississement de la paroi colique qui sera de plus de 5 mm. L'examen de référence reste la TDM abdominale avec injection. Elle va, mettre en évidence les diverticules. Deuxièmement, cet épaississement de la paroi colique et l'infiltration péricolique va être retrouvée. Et enfin, elle pourra nous aider à rechercher les différentes complications, à savoir l'épanchement, le pneumopéritoine et l'abcès. La coloscopie n'a aucun intérêt dans le cadre de l'urgence. Au contraire, il y a risque de perforation. Les diagnostics différentiels est évoqué avec ce tableau de sigmoïdite aiguë et le cancer sigmoïdien infecté, les colites ischémiques ou encore infectieuses, les causes urinaires à type de pyélonéphrite ou encore certaines infections gynécologiques. L'évolution de cette sigmoïdite aiguë peut être spontanée par la survenue de complications ou encore une évolution donc sous traitement médical qui apparemment peut être soit favorable ou défavorable et cela va donner une guérison dans 70% des cas sous traitement médical ou encore défavorable avec un échec au traitement médical et va se compliquer par soit immédiatement par un abcès et une péritonite ou encore des complications retardées, à savoir des sténoses et des fistules. Sous traitement médical, donc comme on l'a dit, l'évolution peut être favorable, défavorable ou encore imprévisible, avec une récidive d'un tiers des cas à 5 ans. Les facteurs prédisposants à la récidive, selon certaines études, ce sont la prise d'immunosuppresseurs, d'AINS ou encore de corticoïdes, la présence d'abcès, de complications ou de signes de gravité sur l'examen TDM. Plus le nombre de récidives augmente, moins elles sont graves. Le traitement est d'abord un traitement d'urgence. Il faudrait hospitaliser le patient en milieu médico-chirurgical. Le traitement médical est à base d'antibiothérapie intraveineuse, exemple les céphalosporines de 3e génération avec du métronidazole pour agir sur les germes anaérobies, plus à bacilles gram négatifs. Le durée minimum du traitement est de 3 à 5 jours, puis un relais Péros pour une totale de 15 jours d'antibiothérapie. Des antalgiques, des antispasmodiques et des glaces sur le ventre est à associer. Une réanimation hydroélectrolytique peut être nécessaire. L'OGIN avec une sonde nasogastrique qui doit être mise en place s'il y a des vomissements chez notre patient. Une réintroduction alimentaire dès le 2e, 3e jour s'il y a diminution de la douleur bien sûr. La surveillance doit être clinique avec une surveillance de la température, de la douleur, du transit, ainsi qu'une surveillance biologique avec les paramètres, à savoir l'NFS à la recherche d'hyperleucocytose et la CRP à la recherche du syndrome inflammatoire. Le traitement chirurgical se fait à distance de la poussée, minimum de 2 mois. Les indications de ce traitement est soit lors d'une première poussée chez un patient de moins de 50 ans, une première poussée grave déjà d'emblée avec l'abcès et les fistules quel que soit l'âge, ou encore plus de 2 poussées chez les patients de plus de 50 ans. Les principes de ce traitement chirurgical est la résection colique gauche en portant la charnière rectosigmoïdienne avec un rétablissement immédiat de la continuité, la laparoscopie est le meilleur confort post-opératoire. Dans certaines situations qui sont assez rares et particulières, en l'absence de réponse au traitement médical, il nous est indiqué de faire des chirurgies en urgence. C'est l'intervention de Hartmann ou encore une résection anastomose protégée. La résection de Hartmann, c'est la résection donc segmentaire et avec suture donc du bout du rectum et avec une stomie, alors que la protection par colostomie d'amont, donc on va faire une résection anastomose et avec une stomie du transverse.
Les différentes formes cliniques à voir, ce soit tout d'abord les formes frustres ou encore latentes, elles sont asymptomatiques dans la plupart des cas, soit elles sont découvertes soit fortuitement ou encore à l'occasion de douleurs ou une sensibilité abdominale. L'examen clinique est le plus souvent totalement normal. Les examens morphologiques et biologiques sont normaux. Le lavement parité reste l'examen clé. Il va nous montrer donc les images d'addition qui, elles, représentent donc les diverticules, l'aspect en pile d'assiette qui est typique ou encore en accordéon. L'examen endoscopique à type de coloscopie est indiqué en cas de doute sur la nature de l'image radiologique, mais toutefois doit être prudent sans trop insuffler. Cette coloscopie nous permettra donc de poser le diagnostic, d'éliminer une lésion associée ou encore de mettre une évidence, c'est une hémorragie diverticulaire. Deuxième volet, c'est les formes compliquées qu'on doit voir, donc cette complication de diverticulose colique. L'abcès diverticulaire, tout d'abord, il est habituellement conséquence d'une perforation cloisonnée d'un diverticule, parfois d'une diffusion donc périsigmoïdite, avec une altération d'état général qui va se voir chez le patient, une fièvre à 38,5, une masse douloureuse lymphocytaire gauche ou de l'hypocastre, une défense très importante et très marquée, et un toucher rectal qui sera douloureux au niveau du cul-de-sac de Douglas. Un syndrome inflammatoire très marqué et le diagnostic va se poser à la TDM. Le traitement médical est dans un premier temps donc médical avec une réanimation, un drainage radiologique, un deuxième temps de traitement qui sera chirurgical à distance de ce drainage avec une résection colique gauche sous célioscopie. Si toutefois il y a échec au drainage percutané, la chirurgie doit se faire donc dans l'urgence. Un Hartmann ou encore une résection protégée seront imposées. Deuxième complication qui peut se voir, c'est les fistules diverticulaires. C'est un mode de guérison d'une diverticulite ou encore d'un abcès par leur drainage spontané dans un viscère adjacent. Les organes digestifs, toutefois remarquez le côlon et le grêle, ou encore gynécologique, le vagin beaucoup plus que l'utérus. L'appareil urinaire par des fistules vers la vessie, exceptionnellement cutanées. Les fistules colo-vésicales sont les plus fréquentes. Elles réalisent une pneumaturie, une fécalurie et des infections urinaires à répétition seront remarquées chez le patient. Les lavements aux hydrosolubles ou la TDM avec opacification rectale posera le diagnostic. Entre autres, on peut voir aussi les fistules colo-vaginales. L'antécédent fréquent est à voir chez les patients avec une hystérectomie, une leucorrhée malodorante, voire fécaloïde est à observer chez les patients. Le traitement est un traitement à froid avec une déconnexion et fermeture de la fistule avec résection colique, plus ou moins stomie de protection. Troisième complication, c'est la péritonite généralisée. Et cela est dû à une ouverture d'un abcès diverticulaire dans le péritoine, selon l'existence ou l'absence de communication entre l'abcès initial et la lumière colique. La péritonite sera donc stercorale ou purulente. S'il y a communication, donc la péritonite sera stercorale. Si au contraire il n'y a pas de communication donc entre l'abcès et la lumière colique, je reprends. Donc l'ouverture d'un abcès diverticulaire dans le péritoine, soit qui réalise une péritonite stercorale ou encore purulente, et cela selon la communication entre l'abcès initial et la lumière colique. S'il y a communication, c'est une péritonite purulente. S'il n'y a pas de communication entre l'abcès et la lumière colique, la péritonite sera stercorale. Cliniquement, on aura donc une contracture, un choc septique, des formes asthéniques qui peut se voir chez le sujet âgé, immunodéprimé ou encore sous biologiquement, on retrouvera un syndrome infectieux et des troubles hydroélectrolytiques. À l'ASP, on aura un pneumopéritoine. L'épanchement gazeux ou liquide diin intrapéritonéal sera observé à la TDM. Le traitement de la péritonite est une urgence chirurgicale. Il nécessite une réanimation hydroélectrolytique, des antalgiques et des antispasmodiques. Le plus souvent, on réalise une Hartmann, on en a déjà parlé, c'est une résection colique gauche avec aggravage du moignon rectal et une stomie terminale. Un rétablissement pourra se faire 3 à 6 mois plus tard. Si la péritonite est purulente modérée, la résection anastomose protégée sera discutée. Quatrième
Occlusion colique aiguë est la quatrième complication. Elle réalise un tableau clinique d'une occlusion fébrile. Les examens complémentaires réalisés sont l'ASP avec des niveaux hydroaériques de type colique. La coloscopie retrouvera une sténose longue de plus de 5 cm serrée, très douloureuse, qui peut être précédée d'une zone de diverticule. La muqueuse est de démacier, fragile, non ulcérée, permettant d'éliminer une néoplasie. Les laments opaques retrouveront une sténose régulière, centrée, longue, avec un angle de raccordement progressif, un ou plusieurs diverticules. Le traitement est comme la suivant. S'il s'agit donc de sténose colique qui justifie une intervention, sont les sténoses cliniquement significatives, avec suspicion de néoplasie colique, et l'intervention est réalisée au mieux à distance de l'épisode occlusif après préparation colique, à savoir une résection anastomose protégée. L'hémorragie diverticulaire reste aussi une complication qui se voit dans 30% de diverticulose. C'est une érosion de la paroi du sac diverticulaire par un stercolite favorisée par la prise d'aspirine et d'ANS. Le début est souvent brutal, avec des rectorragies, voire des cailloux sanguins, parfois très abondants. Le plus souvent, c'est un tarissement qui sera spontané. La coloscopie totale sera faite à la recherche d'autres lésions et parfois, on aura besoin même de transfuser le patient. Si le saignement persiste, il faudrait faire une artério-aorto-mésentérique puis une chirurgie ciblée selon le site de l'hémorragie. Si le siège de l'hémorragie est non précisé ou encore s'il y a instabilité hémodynamique majeure, une colectomie totale sera indiquée. Après les formes compliquées, nous allons voir les formes pseudotumorales. Ce sont des formes donc avec des poussées, donc les poussées inflammatoires répétées vont aboutir à la formation de sclérose progressive et sténosante et donneront donc cet aspect pseudotumoral. Les troubles du transit à type de constipation, voire carrément un tableau occlusif sont à remarquer. Le diagnostic différentiel se posera avec une néoplasie. L'opacification radiologique retrouvera donc des sténoses longues, axiales, avec une conservation du liseré muqueux et raccordement progressif avec le côlon sain et les diverticules. La coloscopie donc retrouvera cette sténose qui peut être précédée d'une zone de diverticule, une muqueuse œdémaciée fragile non ulcérée éliminant un cancer. La preuve histologique ne peut être obtenue que si la sténose est franchissable et bien sûr le diagnostic souvent porté en péropératoire, voire en histologie. L'infiltration de la graisse péricolique avec l'absence d'adénopathie ou de masse intratumonale va se voir lors de réalisation d'un TDR. Les formes selon le siège, on aura la forme de diverticulose du côlon gauche, notamment le sigmoïde en premier lieu, avec des complications infectieuses qui seront vues. Les formes du côlon transverse qui se vont dans un pourcentage moindre dans 6 à 20%, le plus souvent asymptomatique. Et enfin, la forme du côlon droit, de l'angle colique droit, qui sont congénitaux, découvertes à un âge plus jeune qu'au niveau du sigmoïde, qui simulent une appendicite ou un cancer du cécum ou de l'angle colique droit, infecté, voire une TBC du cécum. Les deux dernières formes, c'est la diverticule de l'appendice qui, elle, si elle existe, est très hémorragique. La forme très rare, c'est les diverticules au niveau du du rectum, qui sont rarement observées. Le traitement a un but, bien sûr. D'abord, améliorer la qualité de vie du patient, traiter la poussée de diverticulite aiguë et traiter les complications. Les moyens, d'abord, c'est les règles hygiéno-diététiques, donc une alimentation, comme on l'avait dit tout à l'heure, riche en fibres, éviter tout ce qui est laxatif irritant, éviter certains médicaments, notamment les corticoïdes, les ANS et les immunosuppresseurs, que eux sont favorisants, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le traitement médical repose sur la mise du repos du côlon en fonction de la gravité des symptômes, un régime sans résidus avec une aspiration nasogastrique non systématique si le traitement est symptomatique, pour un traitement symptomatique, le traitement de la douleur pour les antispasmodiques, antalgiques, non ANS et poche de glace sur la fosse iliaque gauche sont à utiliser. Une antibiothérapie bien sûr active contre les germes habituellement responsables des bacilles gram négatifs, aérobie ou anaérobie, entérocoque, donnée en association. On va donner de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique actif sur les anaérobies et les entérocoques
un aminoside type Genta couvrant les entérobactères et certaines souches de Escherichia coli, les céphalosporines de 3e génération plus du métronidazole, et bien sûr, s'il y a allergie, on peut donner à la pénie de l'aminoside plus de métronidazole. Le traitement instrumental, c'est le drainage percutané d'un abcès sous contrôle échographique ou scanographique. Le traitement chirurgical en dernier lieu, c'est la résection anastomose en un temps, résection anastomose protégée et intervention de Hartmann, c'est la résection sigmoïdienne, colostomie terminale gauche et fermeture du moignon rectal comme on l'a bien expliqué au préalable. On va conclure pour dire que la diverticulose du côlon est une anomalie anatomique acquise de la paroi colique, non compliquée et en général totalement asymptomatique, peut se compliquer sur un mode inflammatoire et ou infectieux ou encore hémorragique, que la TDM est un outil de référence diagnostique et pronostic de la diverticulose aiguë. Les indications opératoires lors des diverticulites sont simples pour les urgences à type de péritonite et les complications tardives, telles les fistules et les sténoses. Elle peut être différée si possible pour les abcès grâce aux ponctions et au drainage guidé, ou encore discutée pour la chirurgie prophylactique selon la gravité et le nombre d'épisodes. Et je vous remercie.